émission. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de TPT+, bienvenue sur l'émission Ça fait débat. Bienvenue mesdames et messieurs dans Ça fait débat, bienvenue fidèles téléspectateurs de la chaîne panafricaine des diasporas. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette émission, évidemment votre émission de débat cet après-midi. Alors le débat d'aujourd'hui sera orienté vers cette pandémie, tout aussi cruelle que la Covid-19 dont la journée mondiale a été célébrée hier 1er décembre, hier mercredi 1er décembre à l'échelle mondiale. Voilà, je ne serai pas seule pour en discuter sur ce plateau. Je suis accompagnée de deux personnes, deux invités qui vont également discuter avec nous autour de la table sur ce thème qui vous sera communiqué tout à l'heure. Et déjà, je m'en vais saluer Monsieur Tek Kaya, journaliste et observateur dans cette émission, à qui je souhaite la bienvenue. Je dis bienvenue, Monsieur Tek. Merci Rama, merci beaucoup. Et de l'autre côté, nous avons celui qu'on appelle Monsieur Prince Charlie Tikaya, qui n'est plus à présenter, qui est un journaliste de TPT+, le journaliste sportif. Voilà. Le décor planté, les présentations ici faites. Nous allons donner le thème que nous allons aborder aujourd'hui et bien entendu le thème retenu cette année pour la célébration de cette journée par l'ONU-SIDA est mettre fin aux inégalités, mettre fin au SIDA, mettre fin aux pandémie. Et bien, chers téléspectateurs, comme vous le savez, c'est un débat ouvert. Vous avez la possibilité également de nous appeler par ces numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour donner vos avis, pour donner vos suggestions, pour émettre vos préoccupations et pourquoi pas pour donner des pistes de solutions pour pallier à certaines questions qui seront débattues autour de cette table. Voilà le thème donné. Je réitère, je parle de la journée mondiale de la lutte contre le sida qui a été célébrée hier 1er décembre déjà à l'échelle internationale. Donc le thème était mettre, ou encore est, parce que c'est encore d'actualité, mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida et mettre fin aux pandémies. Déjà, ce thème nous emmène à comprendre qu'il y a de l'amalgame. Bon, mais je ne saurais en développer toute seule, si et seulement si nos invités pourront également dire quelque chose là-dessus. Une amalgame, pourquoi? Je parle d'amalgame parce que je me dis qu'il y a peut-être cohérence avec mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, parce que ceux qui portent le sida, ceux qui sont porteurs du VIH-Sida, ils sont souvent marginalisés, souvent mis à l'écart, souvent ils sont victimes de beaucoup d'inégalités autour d'eux, et pourquoi pas quand ils se retrouvent dans un milieu où il n'y a pas qu'est-ce que je peux dire par là, quand il n'y a pas des gens qui ont le même statut qu'eux. Voilà. Et je vais me tourner vers Monsieur Tek pour commencer, pour débuter ce débat, pour qu'il essaye un peu de nous éclairer sur ce thème. Qu'est-ce qu'il entend parler par mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, c'est vrai, mettre fin aux pandémies. Pourquoi? Merci beaucoup, et surtout merci de m'avoir reçu sur ce plateau de votre chaîne de télévision. C'est un immense plaisir pour moi que de savoir que Rama me reçoit ici sur ce plateau pour cette émission, et donc le thème est aussi important que ce que nous avons l'habitude de côtoyer. Alors, mettre fin aux inégalités, mettre fin au VIH-Sida, mettre fin aux pandémies. C'est vrai,
quand c'est d'une façon parlée, tout de suite, on peut se dire qu'il y a amalgame dans un sens, parce que tout dépend de la compréhension aussi. Et si on y prête bien attention, on peut comprendre aussi que, vous savez, le parler et l'écrit, il y a une certaine nuance. Tout dépend de la façon dont cette thématique a été écrite. Okay. Parce que quand on dit mettre fin aux inégalités, seulement, vous savez, même en matière juridique, une simple virgule peut faire la différence de toute la compréhension d'un texte. Voilà. Donc, mettre fin aux inégalités, mettre fin au VIH-Sida, mettre fin aux pandémies. Ça dépend si la phrase, il y avait des virgules, par exemple, qui séparaient. Mettre fin aux inégalités, virgule, mettre fin au VIH, virgule, mettre fin. Donc, si c'était le cas en ce moment-là, on peut... mais quand on essaie de rentrer en profondeur, c'est vrai, vous savez, ceux qui sont là, ceux qui réfléchissent, c'est pas des moindres. Et on peut comprendre par là que mettre fin aux inégalités, il y a un point. Mettre fin au VIH-Sida, point. Et mettre fin aux pandémies, point. Voilà, donc en ce moment-là, c'est le thème de cette année, je pourrais comprendre par là que c'est vrai, on parle du sida, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, mais avoir embrassé inégalité va de pair, c'est vrai dans la lutte contre le sida, le VIH, oui. Parce qu'il y a ces inégalités-là, comme vous venez de l'annoncer d'entrée de jeu, qu'on voit envers ceux qui sont porteurs du VIH, surtout quand le statut est connu. C'est vrai. Maintenant, pandémie, c'est parce que nous sommes... c'est parce que, voilà, nous sommes dans une période de crise sanitaire aiguë, et donc une pandémie est venue s'aimer le chaos dans le monde, et on se dit que conscientiser pour le sida, c'est vrai, mais profiter aussi de cette journée pour conscientiser pour toutes les autres pandémies. Voilà ce que je peux dire par rapport à ma compréhension du thème. Et à vous, Monsieur Prince? Oui, je crois bien que je me mettrai dans le même sens que mon frère aîné Tekayakaya sur le plateau. Oui, c'est vrai. Mettre fin à ces pandémies, oui, comme l'a dit M. Tekayakaya, il y a des points. Pensez-vous que nous allons mettre fin à ces pandémies en cette année? Je ne pense pas. Parce que ces pandémies, ça fait il y a 40 ans, notamment celui du sida, que actuellement, c'est vrai que nous nous accentuons plus sur la pandémie de la Covid-19 parce que elle bat son plein, c'est vrai, mais ne l'oublions pas que le sida existe, ça fait 40 ans. Et pendant ces 40 ans-là, qu'est-ce que nous avons fait? Quelles sont les avancées en médecine? Pourquoi la Covid-19, à peine arrivée, ben voilà, les grands chercheurs se sont mis là d'accord à vouloir vite éradiquer cette pandémie de la Terre. Mais le sida, nous 40 ans jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais trouvé de vaccin du sida, mais on continue toujours à patauger, à dire que oui, que ça vient là. Juste. Et voilà, les réponses sont données, peut-être. À vous de comprendre que certainement que c'est suite à cette pandémie qui sévit au niveau à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, qui peut-être a fait en sorte que ceux qui sont à l'organisation, notamment à l'OMS et autres, puissent penser également qu'il est nécessaire d'englober toutes ces pandémies-là, parce que le sida également fait partie des pandémies. Voilà. On nous parle des statistiques. Selon les statistiques mondiales par l'ONU-SIDA, nous voyons qu'il y a 37,7 millions de personnes qui vivent avec le VIH. Et le VIH-Sida, dont 25,4 millions de personnes touchées en Afrique. C'est quand même énorme. Oui, c'est énorme, vraiment énorme, qu'un nombre aussi important soit en Afrique. Mais il faut aussi comprendre, vous savez, dans le cas du sida, on lutte contre cette pandémie, c'est vrai, mais revenir en arrière sur l'histoire, les débuts du sida, il s'est passé tellement de choses qu'aujourd'hui, on l'a accepté comme ça parce que, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut aller contre la lutte. Mais comment est-ce que la pandémie du sida est arrivée? Au départ, on pouvait interpréter chacun à sa façon. Mais il est arrivé que même des témoignages soient diffusés sur des chaînes de télévision, du genre Canal, où on voit quelqu'un qui témoigne que telle période, nous étions en mission en Afrique, et voilà, pour des vaccinations, mais il s'est passé beaucoup de choses. Bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais quand on voit que l'Afrique, il y a, par rapport aux statistiques, les statistiques sont très élevées en Afrique, c'est tout simplement la condition financière, économique de l'Afrique.
Parce que chez les autres, pourquoi est-ce que le sida n'est pas vraiment élevé vu les statistiques? On comprendrait que facilement, il suffirait juste de mener une petite enquête. J'ai eu l'occasion de travailler dans ce sens-là il y a peut-être 10 ou 15 ans de cela. Et au départ, c'était un travail personnel. Après avoir été formé sur les enquêtes et autres, j'ai fait un travail personnel où j'ai mis toute ma foi. Mais je vous dis que ces résultats récoltés et tout, je les avais envoyés à Brazzaville. Et à l'époque, c'était, je pense, le docteur Purens qui s'occupait de tout cela. Et je m'attendais à rien, mais j'étais surpris de recevoir une réponse de ce médecin et tout qui s'occupait du sida, la lutte contre le sida à l'époque au Congo. J'ai reçu une réponse de ce médecin et ça m'a vraiment flatté parce que dans le cas de mes statistiques, j'étais carrément au même résultat que eux. Et elle, ça l'avait surprise de constater qu'un individu prenne le temps de faire toutes ces analyses. Et aujourd'hui, c'est quoi? La pauvreté est en grande partie ce qui fait que le sida se transmet à une vitesse alarmante en Afrique. La pauvreté. On peut citer beaucoup de cas, mais la pauvreté. Maintenant, maintenir les gens dans un certain état, ça aussi, c'est la pauvreté parce que les conditions sanitaire chez les autres, ce n'est pas la même chose qu'ici chez nous. Ici, il arrive parfois qu'il y ait des crises de temps en temps parce qu'il y a absence des ARV. Absence des ARV. Ça manque. Il y a eu une période cruciale entre-temps et où on a eu le courage d'en parler à la télé, de dire ceci, cela, parce que ça manquait. Mais chez les autres, ce n'est pas le cas. Et quand je parle de la pauvreté en Afrique, c'est le cas de transmission. On le voit. Il suffit, nous sommes à Pointe-Noire, circuler. Vous pensez que tous les jeunes, surtout toutes les jeunes filles qu'on voit dehors, se pavaner dehors, faire ça et là, la vie sans contrôle, vous pensez que c'est parce qu'elles veulent toujours le faire? Mais la plupart du temps, quand on vérifie, à plus de 60%, c'est parce qu'il y a manque de l'autre. À la maison, parfois, il n'y a rien à manger. Mais quand on arrive, elle peut au départ chercher à être prudente. Il y a certains hommes, je suis sûr, essayez d'expérimenter, vous verrez. Une fille, vous arrivez, vous trouvez dans un coin et tout, vous vous retrouvez quelque part. Mais la plupart du temps, quand la fille sait que vous présentez une carrure où il y a l'argent et ceci, rares sont des filles qui insistent, par exemple, à l'utilisation d'un préservatif. Parce qu'elle se dit, bon, si je dis ça, parfois elle peut dire, non, voilà, et toi l'homme, tu dis, non, moi, attends, et tout. La fille, bon, elle se laisse faire juste parce qu'elle se dit, bon, il y a l'argent. Il y a certaines qui sont comme ça. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui sont professionnels, mais il y a certaines, la plupart du temps, sont influencées. Et quand on voit les statistiques des jeunes filles qui tombent enceintes ici chez nous, surtout au niveau des écoles, on se dit, bon, est-ce que celle-là, à 14, 15, 16, 17 ans, au collège, qui tombe enceinte, au lycée qui tombe enceinte, pensez-vous qu'elle avait pris le soin de se poser la question de savoir est-ce que le sida existe bel et bien, ou encore mon partenaire est sain, ou moi-même je suis comme ceci? Je ne pense pas. En parlant, parce que en vous écoutant parler, vous voulez peut-être tout simplement dire qu'il n'y a pas une certaine propagande autour de cette maladie. Contrairement à cette pandémie, cette nouvelle pandémie aujourd'hui qui sévit dans le monde entier et dont toute la communauté internationale se mobilise à vouloir éradiquer notamment la Covid-19, nous voyons que déjà que la Covid-19 ici vient d'avoir le vaccin. Alors que le sida qui a été détecté 40 ans de cela, jusqu'à aujourd'hui malheureusement n'a aucun vaccin pour faire en sorte que cette maladie soit éradiquée. Alors, on se poserait la question de savoir qu'est-ce qui explique cela. Est-ce que ce sont des fonds, comme vous venez de le dire, de le développer tout à l'heure, qui ne sont pas alloués à l'OMS ou encore à l'ONU-SIDA pour pouvoir mobiliser les gens, pour pouvoir battre des campagnes, question de sensibiliser les uns et les autres pour dire que oui, il y a la pandémie de Covid-19, oui, qui bat son plein, et il y a aussi de l'autre côté le sida qu'il faut toujours craindre parce que le sida également a emporté plusieurs personnes. Monsieur Prince. Oui, Ramatidiane, pourquoi y a-t-il des fonds alloués à cette pandémie de la Covid-19? Parce qu'il faut d'abord voir le taux de mortalité enregistré dans cette période de Covid-19. C'est vrai que le sida existe, ça fait 40 ans. Oui, et le sida également emporte plusieurs personnes, il y a plusieurs morts. Non, mais le taux de morts enregistrés du sida et celui de la pandémie de Covid-19 diffèrent. Parce que la Covid-19 peut
tue par exemple 1000 personnes le jour. Or, par contre, le sida, elle tue à long terme. Or, la Covid-19, c'est 1000 personnes le jour. À long terme, mais au même moment, il n'y a pas aussi de propagande là-dessus. Non. On a pour sensibiliser les uns et les autres, parce que la contamination continue à exister. Monsieur Tech vient de dire que quand il y a une jeune fille qui voit un monsieur bien portant et tout, facilement elle se laisse aller et n'impose pas le préservatif. Est-ce que même pour ça, pour battre des campagnes de ce genre, pour permettre parce que les gens soient sensibilisés tant soit peu sur la question du sida, il faudrait qu'il y ait des morts? Actuellement, on se focalise plus sur la Covid-19 parce qu'elle fait tant de morts en une journée. C'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle qu'il y avait comme ça des campagnes de sensibilisation dans les écoles, dans les églises. Mais actuellement, je me pose la question, pourquoi est-ce que je crois que c'était le CNLS qui avait mis en place ce genre de campagne pour sensibiliser les élèves, surtout les élèves, qui s'adonnent, comme a dit mon frère aîné, qui se laissent parfois influencer par ces messieurs-là qui ont beaucoup d'argent. Du coup, elle se dit, oui, si je pouvais l'obliger le préservatif, forcément le monsieur ira. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je perds. Et du coup, elles sont obligées de se laisser aller par ces messieurs-là. Voilà. Oui, c'est vrai. Quelque part, je dirais, par rapport à sa réponse, notamment, c'est normal. La pandémie du Covid est en train de faire plus de morts. Et ce n'est que normal, je dis ça entre griffes, que ce n'est que normal que les projecteurs soient braqués sur ça. Ce n'est que normal. Et ce n'est que normal aussi que tout de suite qu'on nous parle déjà d'un vaccin. Okay? Mais contrairement au sida qui existe depuis 40 ans. Qui n'a pas pris beaucoup de temps pour... Voilà, depuis 40 ans. Bon, moi je pense que cette réponse, elle est valable, elle est normale. Ce n'est que comme ça parce qu'il y a trop de morts. Mais d'autre part, ce que nous pouvons comprendre, c'est juste le fait que vous avez donné des statistiques dans le monde. Oui. Okay? Alors, en donnant ces statistiques-là, sur, je ne sais pas, autour de combien de millions là? 37,7 millions de personnes vivant. Combien 37,7 millions. 37,7 millions dans le monde. Dans le monde. Et en Afrique? En Afrique, on a 25,4 millions. Voilà, donc vous comprenez que l'Afrique à elle seule a plus de 60%, plus de 70% à elle seule de contamination. Ok. Donc, du coup, les autres pays, le monde, les États-Unis, l'Occident, autres, non seulement qu'ils ont des conditions sanitaires réunies, parce que quand on dit on ne meurt plus du sida, ça c'est, moi je dis c'est là-bas. Ici chez nous, on meurt du sida. Oui, pourquoi? Parce que les conditions ne sont pas toujours réunies. C'est pas tout, déjà, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux ARV, bien qu'on le dise, et ce n'est pas tout le monde qui connaît son statut sérologique. Parce qu'il y a une façon de battre campagne là-dessus. On est un peuple bantou. Mais est-ce que c'est pas une faiblesse ou encore une négligence de la part du système sanitaire mondial? Mondial, peut-être pas. C'est là où nous nous trompons. Africain, oui. Oui, africain, oui. Donc, parlons d'Afrique comme nous sommes en Afrique. Voilà, africain, oui, pas mondial. Oui. Pas mondial. Parce que, regardez, quand la pandémie de coronavirus arrive, mais puisque là où on s'attendait peut-être, on se dit, l'Afrique et tout, l'Afrique a moins de morts. Mais c'est là où il y a plus de morts. Ce n'est que normal qu'eux, ils prennent ça au sérieux. Parce que c'est des situations qui vivent difficilement. C'est peut-être après chaque 100 ans où on a connu des trucs comme ça. Peut-être avec les autres, ce n'était pas des pandémies en tant que telles, mais il y a eu des maux qui ont miné le monde. Et c'était à des périodes données. Mais là, comme ça touche là-bas, voilà pourquoi vous voyez le monde se mobiliser et mobiliser l'Afrique. Même l'Afrique qui a moins de décès enregistrés. Il y a déjà que les climats. Là où ils ont plus de décès, ils n'en parlent pas, mais on fait beaucoup plus de bruit sur une pandémie qui n'impacte pas trop l'Afrique. C'est quand même écœurant de voir que, il faut être comme à la ligne. Non, la crainte a été, tout en prenant compte
les conditions que nous, Africains, que nous vivons, les Européens, ils ont plutôt eu peur. Parce que déjà, si là-bas, ça tue, si ils peuvent enregistrer 1000 morts le jour, là où il y a des conditions. Donc là, ils se disent, maintenant l'Afrique, là où les conditions ne sont pas réunies, comment est-ce qu'ils feront? Voilà. Oui, ce qui est vrai, c'est que ça a été une surprise pour le monde de constater qu'en Afrique, il n'y avait pas assez de décès, pas assez de morts par rapport à cette pandémie. Mais disons-nous une chose, que s'ils se sont plus mobilisés et chercher à ce que l'Afrique s'aligne, parce que c'est un virus qui ne choisit pas le noir ou le blanc. Un Européen peut contaminer un Africain, tout comme un Africain peut contaminer un Européen. Le sida également ne choisit pas le noir ou le blanc. Mais où est-ce qu'on parle plus du sida? Où est-ce qu'on parle plus de morts? Je peux vous garantir une chose, que si le taux de contamination, que vous venez de par exemple les statistiques dans le monde, si c'était l'inverse, c'est-à-dire que l'Afrique était autour de 12 millions, et puis le reste du monde 25 millions, croyez-moi, il y aurait eu des solutions pour le sida. Croyez-moi, il y aurait eu des solutions pour le sida. Ce sont des propos tenus par M. Tekaya Kaya dans ce débat. Et dans ce débat, ils ne sont pas seuls, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Toutes mes excuses, ils ne sont pas seuls. Vous êtes également conviés à participer à ce débat, tout en émettant vos avis, tout en peut-être en contredisant ce que disent les messieurs ici sur ce plateau, ou encore à donner des pistes de solutions pour pallier, comme j'aime bien le dire, tant soit peu à ces questions que nous débattons autour de cette table. Voilà, nous avons un appel que nous allons très rapidement recevoir. Allô? 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 Eh bien, on vous entend très mal. Alors, le son n'est pas vraiment audible. Sur mes livres, peut-être. Le son n'est pas audible. Nous allons, toutes nos excuses, essayer de rappeler. Nous pourrons vous répondre. Voilà. Il y a déjà des téléspectateurs qui suivent, qui veulent répondre. Voilà. L'occasion vous est donnée au travers de ces deux numéros qui sont affichés au bas de vos écrans pour réagir et pour certainement dire la même chose ou contredire ou donner des pistes de solutions. Nous poursuivons, chers messieurs, ce débat. Justement, on parle de Covid qui doit être mis en avant parce qu'il y a plusieurs décès, parce que ceci, voilà, les raisons sont tout aussi données et qui sont peut-être judicieuses. Regardons un peu une chose. Jusque-là, aucune alternative conséquente trouvée par l'organisation habilitée en dehors de cette prise de conscience. Voilà, j'ai lu le rapport de l'ONU-SIDA qui notamment a eu une prise de conscience pour dire que d'ici 2030, le sida sera éradiqué. Ils vont trouver un vaccin. Pourquoi cette prise de conscience aussi tardive, cher monsieur? C'est à vous de dire. Oui, c'est vrai. Pourquoi une prise de conscience aussi tardive? Mais aussi loin que je me rappelle, il y a quelques années, ces phrases-là revenaient. Et revenaient, oui. C'est ce que j'allais dire. Il y avait ces phrases-là, que bientôt on va trouver un remède contre le sida. Et là, ils ont déterminé même l'année, 2030 précisément. Ok, mais pourquoi attendre jusqu'en 2030 pour en 2021. Pour Covid? Imaginez-vous un peu, pour nous, ces niveaux-là, on peut enregistrer combien de morts? Voilà. Si l'on y prend garde. Voilà. C'est la raison pour laquelle ce débat a été vraiment mis sur la table pour chercher tant soit peu des questions à nos réponses. Les gens y travaillent et moi ça ne me surprendrait pas qu'on dise par exemple que le vaccin ou un remède avait déjà été trouvé et qu'il ne soit pas mis sur la sellette. Parce que vous savez, dans ces histoires-là aussi, il y a un problème de lobby. Ça, en tant que journaliste, et vous aussi, essayez parfois... Essayez de faire certaines investigations. Vous comprendrez comment fonctionnent les lobbies au niveau pharmaceutique. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Tenez, pourquoi est-ce qu'il y a certains produits pharmaceutiques qui peuvent être vendus en Afrique, mais pas en Europe? Pour le cas, par exemple, d'une même maladie, il y a des antipaludiques qu'on peut vendre ici en Afrique, et que vous ne trouverez pas en Europe. Par exemple, il y a des antispasmodiques que vous trouverez ici
que vous ne Pour quelle trouverez pas. raison? Est-ce parce que, disons, entre griffes, le paludisme africain n'est pas... Mais chimiquement, quand on parle des molécules, quand on dit c'est telle molécule et telle molécule, là-bas, vous voyez que c'est les mêmes molécules. Mais pourquoi est-ce que Il y a ça cette diffère? différence. Pourquoi pas prendre aussi le même nom, vendre chez vous? En fait, de ce côté-là, il y a tellement de choses qui nous échappent, mais qu'à cela ne tienne, je voudrais plus m'appesantir sur l'aspect prise de conscience. Nous tous, nous frôlons ces erreurs, nous frôlons cette pandémie du jour le jour. C'est une question de prise de conscience. Maintenant, quand on va parler, par exemple, des faiblesses, quand on peut faire mention, par exemple, des faiblesses du système sanitaire, peut-être pas du monde, mais voyons notre côté. Parce que les autres, dans le cadre de la pandémie du sida, dont on est en train de parler, dans le cadre de la pandémie du sida, dans le monde, ils ont fait beaucoup de choses chez eux. Aujourd'hui, quelqu'un qui a le sida vit normalement et va mourir peut-être pour une autre cause, pas peut-être pour le sida. Parce que tout a été organisé. Est-ce que c'est ce qui se passe chez nous? Dans le cadre de la prise de conscience, mais il y a quoi? Il faut accompagner cela avec quoi? Accompagner avec l'éducation, l'encadrement et autres. Ce qui ne se fait pas d'ailleurs. Ce qui ne se fait pas et ce qui fait en sorte Sinon, que la contamination continue à se propager d'année en année, de génération en génération. Mais quand c'est comme ça, on ne va pas loin. On ne va pas loin, Tidiane. Là, quand on parle des statistiques de contamination sur le sida, c'est le sida qui peut se transmettre là derrière, qui peut se transmettre à côté de ma maison, qui peut se transmettre dans un point donné. Mais comment ça se passe? Mais quand il n'y a pas de sensibilisation autour de la question, comment voulez-vous que le sida ne se propage pas derrière la maison, comme vous venez de le dire, derrière la boutique? En fait, le problème, c'est celui-là. J'ai assisté à... C'était un compte rendu, je pense, pour la CBF, si je peux me permettre de le citer. C'était à la Chambre consulaire de Pointe-Noire. Ils ont travaillé sur un projet avec Chevron. Kenge Lamoine a un truc dans ce sens. Ils avaient mené une enquête au niveau des établissements scolaires de Pointe-Noire. La quasi-totalité, c'est vrai qu'ils n'ont pas fait tous les établissements, mais pour essayer de voir les jeunes filles enceintes et mères au collège et au lycée, dans les écoles de Pointe-Noire. Mais quand vous voyez le taux de celles qui sont enceintes et celles qui sont déjà des mamans, donc au collège et au lycée, mais ça ne peut que vous interpeller. Êtes-vous sûr que ceux-là, ces couples-là, qui sont arrivés à faire que la fille soit enceinte ou bien qu'elle ait un enfant, pensez-vous que tous ils ont pris le soin d'aller se faire dépister? Question mark. Première vue, je dirais non. Là, je dirais non. Malheureusement, c'est là où le bas blesse. Les gens ne veulent pas également se prêter à cet exercice-là de se faire dépister par peur d'être contaminé. Je vais peut-être me lancer à vous dire une petite anecdote. Oui. Quelqu'un nous a dit qu'une fois, une dame qui était saine et qui est allée accoucher, et après avoir accouché, c'est sur la table d'accouchement qu'elle a été contaminée du VIH. Donc, on suppose que, pendant que les médecins étaient en train d'utiliser leur matériel, et c'était peut-être un matériel ou encore le matériel contaminé. Oui, et là, cette personne qui découvre à son accouchement, l'enfant est sain et aujourd'hui, elle est séropositive. Mais quand elle voit tout ça, et cela peut la révolter. Si elle n'a pas on ne peut pas peut-être sensibiliser sur la question pour l'aider à comprendre que c'est juste une maladie, ce n'est pas aussi grave que ça, elle peut vivre avec et continuer à faire des enfants. Une personne comme ça peut se révolter et commencer à dispatcher par colère. Ça prouve combien de fois que notre système sanitaire est défaillant. Voilà. Oui, ça, on ne va pas se le cacher, mais cette prise de conscience, elle ne viendra pas toute seule. Nous connaissons notre société et déjà quand la société devient méfiante à l'égard d'un système, tel que notre système sanitaire, quand la société devient méfiante, il faut trouver d'autres procédures pour communiquer avec la société. Ce que nous aimons faire, et ça c'est comme vous dites, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, puisqu'on observe beaucoup de choses, ce que nous aimons faire c'est quoi? C'est prendre du copie-coller. C'est ça, c'est faire du copie-coller.
Ça, c'est ce que nous savons faire. Mais on oublie une chose, que une communication envers une société dépend de la société, dépend de la population qui constitue cette société et dépend de la périodicité pour cette communication. On ne peut pas prendre une communication qui s'est passée aujourd'hui, par exemple en Chine ou aux États-Unis, emmener cette communication au niveau des Congolais. Il faut faire une communication par rapport à la mentalité, par rapport aux habitudes. Et c'est pareil, ici au Congo, vous communiquez avec des gens, par exemple, à Pointe-Noire, vous n'allez pas amener la même communication vous faites en tant que tel, si vous allez à Sibiti ou bien si vous allez à Kaï. Non, vous devez communiquer par rapport à leurs habitudes, savoir comment sont leurs habitudes et qu'est-ce que vous pouvez prendre dans votre communication, qu'est-ce que vous pouvez y associer pour communiquer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'échecs dans ce sens-là. Pourquoi il y a beaucoup d'échecs? Vous savez, aujourd'hui, c'est comme l'organisation, permettez-moi, c'est comme l'organisation d'une cérémonie. Vous avez une cérémonie, par exemple, de mariage ou de quoi. Vous pouvez avoir tout ce que vous pouvez avoir. C'est beaucoup à manger, beaucoup à boire. Si ce n'est pas bien organisé, les gens diront que la fête n'a pas réussi. N'a pas réussi, exactement. Donc c'est comme dans le cas des communications. Quand on veut communiquer sur quelque chose, aujourd'hui on commence, après on dit non, ça n'a pas marché. Là-bas les gens aiment faire ceci. Mais comment est-ce que vous avez communiqué avec ces gens-là? Comment est-ce que vous avez communiqué avec ces gens-là? Nous avons un reportage relatif à cette journée que nous allons suivre tout à l'heure. Question de tirer quelques éléments là-dedans et revenir dans ce débat pour poursuivre avec ce thème. Et entre-temps, chers téléspectateurs, vous pouvez continuer à assister, à appeler parce que vous aviez également compte, vos propositions, vos préoccupations également comptent pour que nous puissions arriver à aboutir à quelque chose de bon. Voilà, nous allons demander à la régie de nous lancer cet élément très rapidement s'il est prêt et nous reviendrons tout juste après. L'élément n'est pas prêt, le temps pour eux de mettre toutes les choses au point. Nous allons poursuivre. Alors, Monsieur Prince, toujours dans le cadre de ce thème que nous sommes en train de débattre autour de ce thème, d'après vous, pensez-vous que la communication a un grand rôle à jouer? Mais est-ce que ce sont les communicateurs qui doivent aller vers le système sanitaire ou ce sont eux qui doivent se déployer, s'organiser pour pouvoir demander aux communicateurs de les accompagner pour permettre à ce que les informations soient vulgarisées, les campagnes soient battues. Mais oui, déjà en parlant en termes de communication, nous communiquons comment? Je vais juste prendre le cas de cette pandémie de la COVID-19. Comment est-ce que le ministère s'est arrangé à communiquer? C'est une communication. Toute une mobilisation qui s'est mise autour. C'est vrai que chaque jour on en parle. Équipe qui se sont jetés là à l'eau pour vouloir communiquer puis faire savoir aux gens, notamment sur la prise du vaccin. Mais ils communiquent comment? C'est après une semaine. Après, il n'y a plus rien. On attend encore après une semaine et il n'y a plus rien. Normalement, mais j'en ai vu, non? Dans les quartiers, les crieurs, là. Chaque matin, ça va dans la tête demander aux gens d'aller se faire vacciner. Mais est-ce que nous, les médias, notre apport a été quoi en cette communication? Comment est-ce que nous avons pu communiquer? Il faut tout voir aussi. Moi, je dirais plutôt au fait que c'est plutôt aux décideurs de venir vers nous, les médias, et puis que nous aussi, à notre tour, nous allons les accompagner à mieux communiquer. Et voilà. Oui, c'est ce côté-là. La communication dans le cas de pandémie, telle que VIH/SIDA ou encore actuellement avec la COVID-19, les moyens ont été mobilisés. Ça, on doit se le dire, les moyens ont été mobilisés. Le problème avec nous, au Congo, c'est l'utilisation des moyens. Est-ce que les moyens mobilisés ont été utilisés ou sont utilisés aux fins pour lesquelles ils sont destinés? C'est ça. C'est ça le problème. Regardez, les journalistes, ils sont là, par exemple, pour un truc comme ça où vous savez qu'il y a l'importance de la communication, l'importance des journalistes. Combien de fois on a organisé des plateaux, des séminaires, de cela, pour dire que non, on prend, par exemple, pour chaque chaîne, on a besoin que vous nous donnez, on a besoin par exemple, au niveau ici, là, on a besoin de 5 journalistes, là-bas 10 journalistes, là-bas ceci, cela. On travaille ensemble
donnez-nous vos idées, partageons, voilà. Et eux, techniquement, scientifiquement, ils nous donnent l'information en tant que telle. Techniquement, ils nous encadrent sur la connaissance de la pandémie, parce qu'on ne peut pas bien communiquer sur quelque chose quand on n'a pas la maîtrise de la chose. On vous donne les moyens nécessaires et en ce moment-là, on vous met sur le terrain. Vous, en tant que communicateur, nous bâtissons des stratégies. On se dit, bon, comment est-ce que nous allons faire pour communiquer efficacement? On bâtit des stratégies et de par ces stratégies-là, si ça nécessite des moyens autres, tout, on met à leur disposition, les moyens sont mis à la disposition et les gens communiquent efficacement. Aujourd'hui, on peut vous dire, vous avez 1 million. Voilà, on a besoin que vous parlez de la Covid-19 pendant une semaine. Mais les gens viennent et disent, oui, Covid-19, ceci, Covid... Non, communiquer, il y a une façon de communiquer, exactement. Et ça, c'est ce qu'on devait retenir. Le gouvernement peut venir donner l'argent, la task force peut être là, donner les statistiques, c'est bien. Donc voilà, demander aux gens de se faire vacciner. On en a vu là. Beaucoup d'endroits où les gens ne veulent pas se faire vacciner. On a vu au lycée Savorgnan, les images étaient là. Quand ils sont venus pour faire vacciner les élèves et autres, j'ai de pierre et autres, les gens ont refusé. Mais la communication, c'est en ce moment-là, avant d'emmener les gens à ce stade-là. Communiquer, comment dissuader les gens à comprendre l'importance, persuader les gens à comprendre l'importance de la vaccination. Et après cela, vous emmenez la vaccination facilement envers les gens. Mais pour quelqu'un qui n'a pas... Pourquoi ne pas le faire également si on peut avoir la possibilité, dans ce sens-là, de parler de la Covid-19? Pourquoi ne pas aussi en faire autant pour le sida, qui est également une pandémie qui est en train de tuer? Alors ça continue à se pérenniser. Si vous allez, vous vérifiez, vous faites des investigations, vous allez vous rendre compte que pour le sida, que ce soit les donateurs, que ce soit même le gouvernement, il y a eu des fonds alloués. Beaucoup de fonds, et pendant beaucoup d'années. Je peux vous dire que ça n'a pas été utilisé à bon escient. Parce que les résultats, on a vu les résultats. Et aujourd'hui, il y a certains donateurs qui donnent timidement. Bien que nous soyons sous l'effet de la pandémie de Covid-19, mais hier c'était le 1er décembre. Je ne pense pas que le 1er décembre de cette année, il y aurait eu des campagnes. Il y aurait eu des je sais pas, des coins où il devrait y avoir des distributions de préservatifs. Et actuellement, le monde focalise plus sur c'est ça, c'est là où le bas blesse. C'est là où il y a problème, voilà, bien entendu. Combien de personnes, prenons le cas du Congo, puisque nous sommes au Congo, c'est d'abord notre pays. Prenons le cas du Congo. Combien de personnes ont été contaminées par la pandémie de Covid-19 et combien sont contaminées par le VIH-Sida? C'est vrai, on va dire non, le VIH-Sida est là depuis longtemps et tout, mais vous savez, les statistiques de 2020 au Congo, les statistiques de 2020, 89 000 séropositifs. Non, 81, parce que j'ai lu tout à l'heure. 81. Donc peut-être que je me trompe. Oui. Donc plus de 80 000. Non, 91, pardon, excusez-moi. 91, donc c'est plus. Oui, c'est plus. C'est plus ça. Je l'ai vu tout à l'heure, on faisait des recherches. Dans les 91 ou 89, dans les 89 000 ou 91 000, il y a 8% des enfants. 8. De 0 à 14 ans. De 0 à 14 ans, 8%. Et 92% des adultes. Ça, c'est les statistiques données au 2 décembre 2020 pour le Congo. Alors, vous vous rendez compte du nombre de contaminations? C'est vrai que là encore, par rapport aux autres années, il y a eu une légère amélioration. 89 000, sinon que 91 000 contaminations déjà. Les statistiques au 2 décembre 2020. Alors, rien que par ça, est-ce que ça ne peut pas vraiment nous interpeller nous-mêmes et savoir qu'on doit mettre le paquet là? Ça, c'est les contaminations. Maintenant, pandémie, Covid-19, c'est vrai, il faudrait que... parce que ça là,
c'est grave, ça ravage, ça fait ceci. Tout le monde doit s'y mettre afin de lutter là-dessus. Mais n'oublions pas que sur la journée mondiale de lutte contre le sida, hier, je pense que ces informations-là devaient être mises à la portée de tout le monde et communiquer là-dessus. On va rapidement aller vers la régie si l'élément est prêt, si le reportage est prêt. Question que nous puissions également suivre pour en tirer quelques éléments. Cette année, l'ONU-SIDA met l'accent sur l'éradication de l'inégalité qui semble alimenter l'épidémie du sida et autres pandémies dans le monde. Actions audacieuses contre les inégalités, le monde risque de manquer pour mettre fin au sida d'ici 2030, non sans enlisement de la pandémie de Covid-19 ainsi qu'une crise sociale et économique hors de contrôle. La menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de sida. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou d'outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH. Éradiquer les inégalités, c'est considérer tout le monde au même pied d'égalité, sans aucune discrimination sous quelque forme que ce soit. Combattre les inégalités telles que le veut l'ONU-SIDA, c'est certainement pratiquer l'amour du prochain. Car justement, l'homme de plus en plus ne se regarde que trop en chien défaillance avec son semblable, au point de faire que des États deviennent des ennemis, des peuples s'entretuent, qu'il y ait des plus forts et des plus faibles. Dans ce combat des inégalités, le Congo n'est pas du reste en marge. Les efforts des autorités aux fins de minimiser les inégalités doivent devenir davantage palpables, afin que les séropositifs ne se sentent plus de plus en plus discriminés, comme c'est déjà le cas. Seulement, il nous semble être constaté que si la communauté internationale ne bouge pas, rien ne bouge. En termes de sensibilisation et de mobilisation contre le VIH-Sida. Surtout que les yeux de la communauté internationale sont rivés vers la pandémie à coronavirus Covid-19, presque plus aucune attention sur le sida, qui du reste est aussi une pandémie qui a aussi fait parler de lui, non sans faire trembler les nations, comme le fait le Covid-19, encore que le Covid, l'on a trouvé le vaccin. Mais le sida, cette année, le Covid, l'on a trouvé le vaccin, mais le sida, Prince Charlie Kaya. Vous venez de suivre ce reportage très minutieusement, vous avez compris la thématique. Et dites-nous, que doit faire le gouvernement pour combattre ces inégalités qui semblent être un frein pour mettre fin à cette pandémie, comme l'a déclaré l'ONU-SIDA. Alors déjà, en suivant ce reportage, je peux dire qu'actuellement, c'est vrai que nous nous focalisons plus sur la Covid-19, mais ne l'oublions pas que ceux-là qui vivent avec le sida sont en train de mourir aussi parce qu'ils se sont carrément abandonnés. Parce qu'actuellement, les yeux sont plus rivés sur la Covid-19. Et ceux-là qui se font du sida, allez-y les voir à l'hôpital. Ils sont abandonnés. Parce que le monde, actuellement, on se dit que c'est la Covid-19 qui prime. Mais non. Mais ceux-là qui seraient de mourir de sida là, mais déjà, psychologiquement, ça les emporte. Oui. Puisqu'ils se sont vraiment abandonnés à eux-mêmes. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent attendre? Que la mort. C'est demander au gouvernement de ne pas oublier que l'ennemi, ça fait 40 ans que nous vivons avec, et qu'il faille que nous puissions encore doubler d'efforts afin de vouloir éradiquer, s'il faut le dire, permettez-moi, je sais que ce n'est pas maintenant que ce fléau serait éradiqué, mais au moins trouver des solutions palliatives à vouloir essayer un peu de diminuer le taux de contamination que nous avons enregistré autour de ces 5 dernières années. Voilà. Quand on parle, si je peux rebondir sur ce qu'il vient de dire, en parlant de contamination, tout à l'heure j'ai donné les statistiques au 2 décembre 2020, et sur les statistiques, là, les nouvelles contaminations étaient de 5300. 5300 contaminations, dont 1200 enfants. Alors, vous vous rendez compte que pour une année, donc une nouvelle contamination, on arrive à ce stade-là de 1200 enfants par exemple, au niveau donc de 0 à 14 ans. Et surtout donc, le niveau pédiatrique, ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Donc ça veut dire qu'il y a un problème de communication. Aujourd'hui, quand on peut donner l'importance de se faire dépister, l'importance de connaître son statut sérologique, surtout, c'est vrai que ça peut arriver parfois à un stade où on peut dire que c'est un peu trop tard, mais surtout quand une femme est enceinte. On essaie de sonder ça et là, on dit non mais voilà, parmi les examens qu'on peut faire, au début là, de la grossesse, on peut déterminer que voilà, telle femme est porteuse du VIH. Et mettre sous un traitement qui va empêcher que l'enfant soit. Combien sont ces femmes-là qui partent suivre le traitement ou bien partent faire des examens ou qui sont pris en compte parce que ces examens-là nécessitent de l'argent. Parce que justement, ils ne sont pas sensibilisés. Parce que justement, ils ne sont pas pris en compte. Parce qu'à ce stade-là, si beaucoup de choses, du sérieux, étaient vraiment mis minutieusement dans la communication et la prise en charge, on devrait arriver au stade où on ne peut plus parler de contamination de VIH par l'OTA au niveau pédiatrique. L'enfant est porteur du VIH. On ne parlerait plus de ça. Mais parce que la façon de contaminer met en doute certaines personnes pour aller se faire dépister ou encore manque de moyens si on pouvait les accompagner, que quelqu'un et la personne est enceinte et voilà peut aller faire des examens, au moins les premiers examens pour déterminer déjà ce qu'on peut faire pour déterminer son statut. On peut faire une batterie d'examens dans laquelle on peut placer l'examen de l'auteur pour découvrir si la femme n'est pas la maman n'est pas porteuse, pour protéger ne fût-ce que l'enfant. Est-ce que, au regard de tout cela, on peut dire que cette journée mondiale de la lutte contre le sida, côté communication, a été vouée à l'échec parce qu'il n'y a vraiment pas eu de communication? Mais à première vue, nous n'avons pas quand même nous voilà le visage sur ce plateau. Surtout en Afrique, au Congo précisément. Il faut dire que cette journée est passée inaperçue au Congo. Parce qu'il n'y a pas eu de communication de ce sens-là. On peut enregistrer dans la ville océane des activités enregistrées de cette journée. On n'a pas pu les avoir. Et là encore, il faut dire que ça dépend de communication et communication. Pour une journée comme la journée mondiale de lutte contre le sida, il ne suffit pas, par exemple, que un responsable ou un décideur ou quoi dise quelque chose. C'est vrai, ce n'est que normal qu'il fasse passer un message. Maintenant, le suivi de ce message-là, c'est quoi sur le terrain? Parce que lui, il peut parler, mais les adhérents, c'est cette population, c'est nous autres là. Également ceux qui vivent avec cette maladie. Par rapport à cette journée-là, qu'est-ce que j'ai retenu? Qu'est-ce que j'ai compris? Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir une idée, par exemple, ou bien qui a par exemple un smartphone pour essayer de voir ceci, cela. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Et c'est surtout cette couche-là qui n'a pas vraiment accès à ces informations-là, qui est la plus vulnérable. Mais il y a des quartiers, je vous dis, il y a des quartiers qui sont des quartiers à risque. Quand je parle de quartiers à risque, vous arrivez, quand vous voyez des jeunes personnes, des jeunes gens qui s'adonnent, par exemple, à la consommation d'alcool, vous voyez leurs âges, et vraiment, ça flirte là. Mais vous vous dites, nous connaissons les effets de l'alcool. Et après, quand ils vont se retrouver, vous pensez que non, c'est des préservatifs qu'ils vont utiliser, je suis désolé. Malheureusement, non. Je dirais même la notion du pôle préservatif chez ces jeunes-là, c'est quasiment inexistentiel. Quasiment inexistentiel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce débat de cet après-midi, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été nombreux à suivre ce débat et beaucoup de choses ont été dites autour de cette table concernant ce thème, quitte à nous de comprendre que vraiment le sida ou encore la pandémie du sida, du VIH n'est pas vraiment mise au premier plan, surtout en Afrique, pour parvenir à éradiquer cela. Ce qu'il faut faire, comme l'ont dit nos observateurs ici sur ce plateau, c'est de beaucoup plus fournir d'efforts, de beaucoup plus communiquer pour que... Et la prise en charge. Voilà. Et ainsi que la prise en charge pour que les gens comprennent que la maladie existe, qu'ils prennent plusieurs précautions, pourquoi pas en parler autour de nous. C'est la fin de ce débat, de Ça fait débat, chers téléspectateurs. Merci encore une fois de plus à vous d'avoir suivi cela. Merci à vous, chers messieurs, monsieur Tex et monsieur Charlie.
On se dit à mardi pour un prochain numéro et avec un nouveau thème. Au revoir.